Ma femme a jeté mes valises dehors et a dit, ce bébé appartient à l'homme que j'aime vraiment. Sors de chez moi. 3 heures plus tard, un avocat a appelé et a dit, votre grand-père a tout transféré à votre nom avant de mourir. Il y a 80 millions de dollars. Mais il y a une condition. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Ce fils est de l'homme que j'aime vraiment. Sors de chez moi. Ce fut la dernière chose que ma femme m'a dite avant de fermer la porte. J'avais un sac de supermarché à la main avec du lait, du pain, les biscuits qu'elle aimait depuis l'époque où nous sortions ensemble, et mes 3 valises étaient dehors, devant l'entrée. Elles étaient parfaitement rangées, pas jetées, pas balancées, mais posées calmement, comme si quelqu'un avait eu beaucoup de temps pour y réfléchir. 19 ans de mariage, envolés en 30 secondes. Je suis resté planté devant la porte fermée, ne sachant pas si je devais pleurer, frapper ou crier. Je n'ai fait aucune de ces 3 choses. Je me suis juste assis sur la marche, le sac toujours à la main, à regarder la rue vide. Et puis mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau. Je l'ai encore ignoré. À la 3e tentative, je ne sais pas pourquoi j'ai décroché. Esteban, c'est Moreau. J'étais l'avocat de votre grand-père Gilberto. Je dois vous parler ce soir. C'est urgent. 3 heures après que ma femme m'a mis à la porte de ma propre maison, enceinte de l'enfant d'un autre homme, cet avocat était en train de me dire que mon grand-père avait tout mis à mon nom avant de mourir. 80 millions de dollars. Des propriétés, des entreprises, des investissements, des comptes bancaires, tout était à mon nom. Mais il y avait une condition que j'ignorais, mais que Daniela, la femme qui venait de jeter mes valises à la rue, connaissait. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qu'elle le savait avant moi, que tout avait été planifié, que les derniers mois de mon mariage n'avaient pas été un effondrement mais une stratégie froide et calculée, quelque chose en moi a changé pour toujours. Mais pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé à ce moment, je dois tout vous raconter depuis le début. Parce que cette histoire ne commence pas avec des valises sur le pas de la porte. Elle commence bien plus tôt. Elle commence avec un homme de 47 ans qui croyait, en toute honnêteté, avoir tout fait comme il fallait. Cet homme, c'était moi. Je m'appelle Esteban, et pendant 19 ans, j'ai été le genre de mari invisible qui fait tout bien sans que personne ne le remarque. Je rentrais à la maison à 19 heures. Je payais les factures à temps. Je n'élevais jamais la voix. Je ne rentrais jamais tard sans prévenir. Je ne disparaissais jamais pour un week-end sans explication. Je travaillais dans la logistique pour une entreprise de taille moyenne. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était stable. Nous avions notre propre maison, une voiture, des vacances une fois par an, une vie que beaucoup qualifieraient d'ordinaire, et que j'appelais la mienne. Daniela et moi nous sommes rencontrés quand nous avions 28 ans. Elle enseignait dans une école primaire à quelques rues de mon travail. Un ami commun nous a présentés lors d'un dîner un vendredi soir, et je me souviens de la première chose que j'ai pensé en la voyant, c'était une femme calme. Pas d'un calme tape à accent grave-l'œil, mais le genre de personne qui fait taire un peu le bruit du monde quand elle est là. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Une petite cérémonie, peu de monde, beaucoup de sens. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous n'avons pas eu d'enfant. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Il y a eu des années difficiles, des traitements, des espoirs qui se sont lentement dissipés. Avec le temps, nous avons tous les deux appris à ne plus en parler. J'ai appris à ne pas insister. Daniela, comme je l'ai compris bien plus tard, avait appris quelque chose de complètement différent. Les 15 premières années ont été bonnes. Pas parfaites, mais bonnes. Nous avions des routines. Nous avions des amis communs. Nous passions nos dimanches avec mon grand-père, Gilberto, qui vivait seul depuis la mort de ma grand-mère, et qui était sans exagération la personne qui comptait le plus pour moi au monde après Daniela. Gilberto avait 81 ans. C'était un homme de peu de mots et de beaucoup d'actions. Il avait bâti sa fortune au fil des décennies avec un travail acharné et une intelligence silencieuse que j'avais toujours admirée sans jamais la comprendre pleinement. Il ne parlait jamais d'argent avec personne. Il ne se vantait de rien. Il vivait dans une maison modeste, conduisait une vieille voiture, et quand on lui demandait comment il allait, il répondait toujours la même chose, « Je suis là, Esteban, toujours là ». Il est mort un jeudi matin, 4 semaines avant cette nuit avec les valises. Une crise cardiaque massive, sans avertissement, sans adieu.
C'est moi qui l'ai trouvé. Et à ce moment-là, debout sur le pas de sa porte, le cœur brisé, je n'ai pas imaginé une seule seconde que sa mort serait le début de tout ce qui a suivi. Je n'ai pas imaginé non plus que Daniela, cette même semaine, avait déjà passé un appel dont j'ignorais l'existence, un appel qui allait tout changer. Mais je ne le savais pas encore. À ce moment-là, je savais seulement que j'avais perdu l'homme que j'aimais le plus, que ma femme semblait étrangement distante lors des funérailles, et que quelque chose dans l'atmosphère de ma maison avait changé, d'une manière que je ne pouvais pas encore nommer. C'est 2 semaines après les funérailles que Daniela a commencé à rentrer tard. Pas de beaucoup, pas de manière évidente, juste 30 minutes, 1 heure, parfois avec son téléphone à la main en entrant, le rangeant rapidement quand elle me voyait. Je l'ai remarqué, bien sûr que je l'ai remarqué. Mais je me suis dit ce qu'on se dit toujours quand on ne veut pas voir quelque chose. Qu'elle était fatiguée. Que le travail était difficile. Que le deuil affecte chacun différemment. Je me suis menti à moi-même pendant 2 semaines entières. Et puis ce mardi soir est arrivé. Moi avec mon sac de supermarché. Elle avec sa décision déjà prise. Les valises déjà prêtes. Les mots déjà répétés. Ce fils est de l'homme que j'aime vraiment. Sors de chez moi. La porte s'est fermée et je suis resté seul devant l'entrée, ne comprenant pas encore que cette nuit-là n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était le début. Je suis resté sur la marche pendant je ne sais combien de temps. Le froid de la nuit s'est lentement insinué, d'abord dans mes bras, puis dans ma poitrine. J'avais toujours le sac de supermarché à la main. À un moment donné, je l'ai lâché. Je ne me souviens pas quand. Ce dont je me souviens, c'est du silence. Pas le silence de la rue, qui avait ses propres bruits, un chien au loin, une voiture qui passe, la télévision d'un voisin, mais le silence intérieur, ce silence étrange qui s'installe quand le cerveau n'a pas encore traité ce qui vient de se passer, mais que le corps, lui, le sait déjà. Comme quand on prend un coup violent et que la douleur met 2 secondes à arriver. J'étais dans ces 2 secondes interminables. 19 ans. 19 ans à arriver devant cette même porte, à l'ouvrir avec ma clé, à entendre les sons familiers de la maison, la télé, le ventilateur de la chambre, les pas de Daniela dans la cuisine. 19 ans d'une vie dont j'ai soudainement senti, à cet instant, qu'elle avait été construite sur quelque chose que je n'avais jamais vu. Je suis allé à ma voiture. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis assis sur le siège du conducteur sans allumer le moteur et j'ai regardé la façade de ma maison de l'extérieur. Les lumières du 2e étage étaient allumées, à la fenêtre de notre chambre. Sa chambre maintenant, j'imagine, avec le rideau tiré. Je n'ai vu aucune ombre, je n'ai rien entendu, juste la maison là, complètement normale, comme si je n'y avais jamais vécu. J'ai pensé à appeler Teresa, ma sœur, mais il était presque 20 heures, et je ne savais pas quoi lui dire. Que allais-je dire? Que ma femme venait de me jeter de ma propre maison parce qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme? Les mots n'arrivaient même pas à se former dans ma tête, comment allais-je les dire à voix haute? J'ai pensé à un hôtel. J'ai regardé mon téléphone. J'avais assez d'essence dans ma voiture pour quelques jours, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, dans la voiture devant ma maison, comme si une partie de moi attendait encore que la porte s'ouvre, que Daniela sorte et me dise qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait eu peur, que c'était un mensonge. La porte ne s'est pas ouverte. Ce qui a sonné, en revanche, c'est mon téléphone. Un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Il a de nouveau sonné 1 minute plus tard. Je l'ai encore ignoré. Au 3e appel, quelque chose m'a poussé à répondre. Je ne sais pas quoi. Peut-être l'instinct qui dit que lorsque quelque chose sonne 3 fois de suite lors de la pire nuit de votre vie, vous avez intérêt à écouter. Esteban, bonsoir. C'est Moreau. J'étais l'avocat personnel de votre grand-père Gilberto. Pardonnez-leur. Je dois vous parler ce soir si possible. C'est une affaire urgente liée à l'héritage. Il m'a fallu un moment pour assimiler ce que je venais d'entendre. L'héritage a été tout ce que j'ai dit. Oui, monsieur. Votre grand-père a laissé des instructions très précises. Il y a des documents enregistrés, des propriétés, des comptes bancaires, tout est à votre nom. Mais il y a une condition que vous devez connaître avant l'expiration du délai. Je ne comprenais rien. Mon grand-père Gilberto ne parlait jamais d'argent. Il vivait dans une maison de 2 pièces, conduisait une voiture de plus de 15 ans. Il portait la même veste marron depuis que j'étais enfant.
J'avais toujours supposé qu'il était un homme de moyens modestes, qui avait travaillé honnêtement, et c'était tout. De quel montant parle-t-on, lui ai-je demandé, et je ne sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Je crois que mon cerveau cherchait quelque chose de concret auquel se raccrocher au milieu de tout ça. Moreau a fait une brève pause avant de répondre. 80 millions de dollars, Esteban. Entre les propriétés, les parts dans des entreprises et les comptes d'investissement. Tout a été légalement enregistré à votre nom au cours des 3 derniers mois. Je suis resté complètement immobile. 80 millions de dollars. Mon grand-père, l'homme à la veste marron, celui qui m'avait appris à planter un clou droit, à changer un pneu, à ne pas dépenser ce que je n'avais pas 80 millions de dollars. Je dois vous voir en personne, a dit Moreau. Demain matin si vous le pouvez. Il y a des détails que je ne peux pas expliquer au téléphone. Et il y a quelque chose que vous devez savoir sur la condition avant que quelqu'un d'autre n'agisse en premier. Quelqu'un d'autre. Ces 2 mots m'ont frappé d'une manière que je ne pouvais pas encore déchiffrer cette nuit-là, mais quelque chose dans mon estomac a vrillé. Quelque chose d'instinctif, de presque animal, un signal que ma tête ne pouvait pas encore nommer, mais que mon corps traitait déjà. J'ai dit oui. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain à 9 h du matin à son bureau. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le téléphone dans ma main pendant un long moment. Dehors, la rue était la même. La maison était la même. Les lumières du 2e étage étaient toujours allumées. 80 millions de dollars. Daniela enceinte de l'enfant d'un autre homme. Une condition que j'ignorais. Quelqu'un d'autre qui pourrait agir en premier. Tout cela s'entremêlait dans ma tête sur le siège de ma voiture, devant la maison où j'avais vécu pendant 19 ans et dont je venais d'être expulsé comme un étranger. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai incliné le siège, j'ai mis mon manteau sur moi comme une couverture, et j'ai fixé le plafond de la voiture pendant que mon esprit passait d'une chose à l'autre sans pouvoir s'arrêter nulle part. J'ai pensé à Gilberto le dimanche chez lui. Au café insipide qu'il préparait toujours, au match de foot sur la vieille télé qu'il ne voulait jamais remplacer, aux longues conversations où il parlait peu et moi beaucoup. Et à la fin, j'avais toujours l'impression d'avoir appris quelque chose sans qu'il ne m'ait donné de leçon directe. Il était comme ça, un homme qui enseignait sans faire la leçon. Je me suis souvenu d'une conversation que nous avions eue environ 2 mois avant sa mort. J'étais allé lui rendre visite un dimanche comme toujours, et à un moment de l'après-midi, sorti de nulle part, il m'avait dit, « Esteban, les hommes qui construisent en silence finissent toujours bien. Ceux qui font du bruit gaspillent une énergie qu'ils n'ont pas sur le moment. » Sur le coup, je l'avais pris pour l'une de ses phrases habituelles, celle qu'il lâchait soudainement sans explication. Cette nuit-là dans la voiture, je m'en suis souvenu différemment. Il savait quelque chose que j'ignorais. Il avait vu quelque chose chez Daniela que je ne voulais pas voir. Était-ce sa façon de me préparer sans m'alarmer? Je n'avais pas de réponse, seulement des questions qui se multipliaient dans le silence de ce petit matin. Vers 3 h du matin, je me suis endormi. J'ai rêvé de la veste marron de mon grand-père accrochée à une chaise vide. Quand je me suis réveillé avec un torticolis et un mal de dos, il était 6 h 45. J'avais 2 heures pour arriver au bureau de Moreau. Je suis allé à une station-service voisine, je me suis lavé le visage dans les toilettes, j'ai bu un café de machine qui avait le goût de carton, et je me suis regardé dans le miroir pendant un instant. J'avais 47 ans, une nuit blanche derrière moi, sans maison, sans mariage, sans aucune certitude sur rien. Mais il y avait quelque chose de différent sur mon visage, que je ne m'attendais pas à voir. Ce n'était pas de la défaite. C'était un questionnement. Une question qui commençait lentement à prendre forme, comme lorsqu'une image floue devient progressivement nette et que vous voyez soudainement ce qui a toujours été là. Daniela savait-elle ce que j'ignorais? Et depuis quand le savait-elle? J'ai bu le reste du café, jeté le gobelet et je suis parti pour le bureau de Moreau. Le bureau de Moreau se trouvait en centre-ville, dans un immeuble discret de 4 étages devant lequel j'étais passé des centaines de fois sans le remarquer. Je suis arrivé 10 minutes avant 9 h. Je me suis assis dans la salle d'attente avec le même manteau que la veille, les cheveux en bataille et un café à moitié bu que j'avais acheté au coin de la rue parce que j'avais besoin de tenir quelque chose entre mes mains. La réceptionniste m'a regardé avec cette discrétion bien rodée qu'ont les personnes qui travaillent dans les cabinets d'avocats. Elle n'a rien demandé, m'a juste dit que Moreau me recevrait dans quelques minutes et est retourné à son écran. J'ai regardé autour de moi. Le bureau était sérieux mais pas ostentatoire. Des meubles en bois sombre, des étagères avec des dossiers bien rangés, une plante dans un coin que quelqu'un arrosait avec soin.
Le genre d'endroit où l'on traite de choses importantes sans avoir besoin de s'en vanter. J'ai pensé à mon grand-père Gilberto choisissant cet endroit. C'était logique. C'était exactement le genre d'endroit qu'il aurait choisi. Moreau est sorti m'accueillir ponctuellement à 9 heures. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris, avec des lunettes à monture fine, un costume bleu marine sans cravate. Il m'a serré la main fermement et m'a regardé droit dans les yeux avec cette expression qu'ont les gens habitués à annoncer de mauvaises nouvelles et qui ont appris à le faire sans tourner autour du pot, mais avec respect. Esteban, merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas une période facile pour vous. Je ne savais pas s'il faisait référence aux valises ou à la mort de mon grand-père. Probablement aux deux. J'ai simplement hoché la tête et l'ai suivi dans son bureau. Il s'est assis en face de moi, a ouvert un épais dossier sur le bureau et a commencé à parler. Il a expliqué que Gilberto avait entamé le processus de transfert des actifs 3 mois avant sa mort, non pas sur une impulsion, mais avec une planification juridique détaillée, signée, notariée, et enregistrée auprès de toutes les entités correspondantes. Chaque propriété, chaque action, chaque compte d'investissement avait été formellement documenté et assigné à mon nom avec une précision chirurgicale. Votre grand-père savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps, a dit Moreau. Les médecins lui avaient donné un diagnostic grave. Bien qu'il n'en ait jamais parlé à personne, il a décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai senti ma poitrine se serrer. Gilberto savait qu'il allait mourir et il ne m'avait rien dit. Il avait fait ses adieux en silence, tout comme il avait toujours vécu, en construisant en silence. 80 millions de dollars, ai-je demandé, toujours incapable d'en saisir l'ampleur. 83 millions pour être exact, a précisé Moreau. Répartis entre 17 propriétés dans 4 États, des parts majoritaires dans 3 entreprises de construction et une entreprise de transport, plus des comptes d'investissement générant des rendements actifs. Votre grand-père était un homme extraordinairement doué pour ne pas attirer l'attention. Extraordinairement doué pour ne pas attirer l'attention. Cette phrase m'a frappé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Toute ma vie, j'avais vu mon grand-père comme un homme simple. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que la simplicité pouvait être une décision stratégique et non une circonstance. Et la condition, ai-je demandé. Moreau a fermé le dossier un instant, a retiré ses lunettes et m'a regardé. C'est là que j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement, Esteban. Je me suis légèrement penché en avant. Votre grand-père avait une préoccupation spécifique. Pas à votre sujet. Au sujet des personnes qui vous entourent. Il avait vu des choses ces dernières années qui l'inquiétaient, bien qu'il n'ait jamais été explicite avec moi sur les détails. Ce sur quoi il a été explicite. C'est la condition qu'il a laissée par écrit. Il a fait une pause. Pour que vous puissiez accéder légalement à tous les actifs, vous devez être légalement séparé ou divorcé dans un délai n'excédant pas 90 jours à compter de la date d'enregistrement. Si, à la fin de cette période, vous êtes toujours marié, l'héritage n'est pas annulé. Mais il est placé dans un trust fonds de placement pour 5 années supplémentaires durant lesquelles vous ne pourrez disposer d'aucun des actifs. Je suis resté silencieux. Vous êtes en train de me dire que mon grand-père a mis comme condition que je divorce ? Ce qu'il a mis comme condition, a dit Moreau prudemment, c'est que vous soyez légalement libéré de votre mariage actuel. Ces mots dans le document étaient « Je veux que mon petit-fils reçoive cela quand ce sera à lui seul, et à personne d'autre. » Quand ce sera à lui seul, et à personne d'autre. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond pendant un moment. Quelque chose bougeait dans ma tête qui n'était pas encore tout à fait en place. Une pièce qui s'emboîtait, mais qui, en s'emboîtant, ouvrait des questions plus vastes. Quand est-ce que ça a été enregistré, ai-je demandé. Il y a exactement 94 jours. Et le délai de 90 jours pour le divorce expire dans 4 jours, Esteban. 4 jours. J'ai fixé Moreau sans rien dire pendant plusieurs secondes. Est-ce que quelqu'un d'autre connaissait cette condition, ai-je demandé, et je l'ai demandé lentement, en pesant chaque mot. Moreau a ouvert ses lunettes, les a remises, et a répondu d'une manière qui m'a glacé le sang. Il y a environ 3 semaines, quelqu'un a appelé ce bureau pour s'informer du statut de l'héritage de Gilberto. La personne a dit être une parente à vous. Je n'ai donné aucune information car le protocole légal ne le permet pas, mais l'appel a été consigné. Une parente à moi, ai-je répété. C'est ce qu'elle a dit. Un homme ou une femme ? Moreau m'a regardé un instant avant de répondre, une femme.
Le silence qui a suivi était différent de tous les silences des dernières heures. C'était le genre de silence où les pièces ne font pas que s'emboîter, mais révèlent l'image complète de quelque chose que l'on regarde depuis longtemps sans le voir. Daniela. Daniela avait appelé le cabinet de l'avocat de mon grand-père 3 semaines avant de jeter mes valises à la rue. 3 semaines avant de me dire qu'elle était enceinte d'un autre homme, 3 semaines avant de me demander de partir. Ce n'était pas un effondrement émotionnel. Ce n'était pas une décision désespérée. C'était un mouvement calculé avec une date butoir. Elle connaissait l'héritage. Elle connaissait la condition. Elle savait que le délai expirait. Et elle savait que si j'étais toujours marié avec elle à l'expiration du délai, les 83 millions de dollars seraient bloqués dans un trust pendant 5 ans, période durant laquelle, en tant qu'épouse légale, elle pourrait avoir des arguments juridiques pour en réclamer une partie. Mais si elle me mettait à la porte 4 jours avant l'échéance, si j'initiais le divorce pour abandon du domicile conjugal, si tout était traité rapidement, le délai serait respecté avec nous légalement séparés. L'héritage serait activé, et ensuite la prochaine partie du plan se mettrait en place. Je ne sais pas comment j'ai vu tout cela si clairement à cet instant. Peut-être parce que lorsqu'on fait aveuglément confiance à quelqu'un pendant 19 ans, le jour où le bandeau tombe, on voit tout d'un coup. « Vous allez bien ?» m'a demandé Moreau. « Non », ai-je dit honnêtement. « Mais je dois l'être. » Je lui ai demandé de m'expliquer ce que je devais faire légalement dans les 4 prochains jours. Il m'a expliqué qu'une requête formelle de divorce déposée auprès du tribunal compétent et signée par moi suffisait pour techniquement couvrir le délai selon les termes du trust. La procédure légale pouvait prendre des mois, mais l'intention formellement enregistrée suffisait pour activer l'héritage. 4 jours. Une signature. Étage 83 millions de dollars que mon grand-père avait construit en silence pendant des décennies deviendrait légalement mien. J'ai quitté ce bureau différent de la façon dont j'y étais entré. Pas soulagé, pas heureux. Ces émotions étaient encore très lointaines. Mais j'avais quelque chose que je n'avais pas eu au cours des 12 dernières heures, de la clarté. Daniela pensait m'avoir expulsé de ma maison, et elle avait raison. Elle l'avait fait. Elle pensait m'avoir laissé sans rien. Et la nuit précédente, assis dans ma voiture avec un torticolis et un café en carton, c'est ce que je ressentais. Mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas calculé correctement. Elle avait appelé le bureau de Moreau 3 semaines plus tôt pour obtenir des informations. Elle ne les avait pas obtenues. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'appel avait été consigné avec la date, l'heure, et le numéro à partir duquel elle appelait. Elle avait agi en premier. Et en agissant en premier, elle avait laissé une trace. Je suis retourné à ma voiture, je me suis assis, j'ai démarré le moteur, et pour la première fois depuis la veille au soir, j'ai pris une grande inspiration. J'avais 4 jours. J'avais un avocat. J'avais l'enregistrement d'un appel qui disait tout. Et j'avais quelque chose de plus important que tout ça, je savais ce qui se passait. Et elle pensait toujours que je l'ignorais. Cet après-midi-là, j'ai appelé Teresa. Je ne lui ai pas tout dit, je ne pouvais pas encore le faire. Mais je lui en ai dit assez, que Daniela et moi nous étions séparés, que j'avais besoin d'un endroit où rester quelques jours, que j'allais bien même si ce n'était pas vrai. Teresa ne m'a pas posé de questions. C'est ce que j'aime le plus chez ma sœur. Quand elle sent que quelqu'un est à bout, elle ne force pas les choses. Elle ouvre simplement la porte. Elle m'a donné sa chambre d'amis, a posé des serviettes propres sur le lit, et ce soir-là, elle a préparé de la soupe sans rien me demander. Nous nous sommes assis à table comme quand nous étions enfants, en silence. Et j'ai mangé, parce que mon corps avait besoin de quelque chose, même si ma tête était complètement ailleurs. Après le dîner, quand Teresa est allée se coucher, je suis resté seul dans la cuisine avec mon téléphone et j'ai commencé à réfléchir de manière méthodique. Je devais comprendre ce que Daniela savait, et pour comprendre ce qu'elle savait, je devais me souvenir. J'ai fermé les yeux et je suis remonté dans le temps. Pas jusqu'au jour des valises, plus loin encore. Aux semaines précédentes, au mois précédent, à la recherche de signes que j'avais ignorés ou mal interprétés parce que je n'avais pas le contexte pour les interpréter correctement. Et quand j'ai commencé à regarder avec les yeux grands ouverts, j'en ai trouvé partout. Le premier remontait à environ 4 mois. J'étais rentré un vendredi après-midi et j'avais trouvé Daniela dans le salon avec son ordinateur portable ouvert. Pendant que j'entrais, elle l'avait fermé rapidement. À l'époque, j'avais pensé qu'elle achetait quelque chose en ligne et ne voulait pas que je le voie. L'une de ces petites choses sans importance. Maintenant,
je voyais ça différemment. Il y a 4 mois, c'était exactement le moment où mon grand-père avait entamé la procédure légale de transfert des actifs. Le deuxième était une conversation que nous avions eue un dimanche chez Gilberto, environ 6 semaines avant sa mort. Nous étions tous les 3 assis dans le salon après le déjeuner, et mon grand-père avait soudainement demandé à Daniela comment se passait son travail. Elle avait répondu « bien, normal ». Mais je me rappelais que Gilberto l'avait regardé pendant un instant d'une manière étrange. Pas hostile, juste observatrice, comme quelqu'un qui confirme ce qu'il soupçonnait déjà. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Cet après-midi-là, dans la cuisine de Teresa, ce souvenir prenait un tout autre sens. Le troisième signe était le plus évident, et celui qu'il m'était le plus difficile d'admettre. 3 semaines avant le jour des valises, Daniela avait commencé à rentrer à la maison avec une énergie différente. Pas triste, pas distante, mais active, presque anxieuse, mais de manière contenue. Elle passait des appels qu'elle écourtait quand j'entrais dans la pièce. Elle sortait plus souvent, rentrait avec son téléphone à la main. J'avais attribué cela au travail, au stress, au deuil de mon grand-père que chacun gère différemment, à 1000 choses que je m'inventais pour éviter de voir ce qui était sous mes yeux. 3 semaines auparavant. Exactement au moment où elle avait appelé le bureau de Moreau. J'ai éteint l'écran du téléphone et j'ai fixé l'obscurité de la cuisine. Comment Daniela avait-elle découvert cela? C'était la question à laquelle je ne pouvais pas encore répondre. Mon grand-père était un homme secret. Moreau m'avait dit que le processus était complètement confidentiel. Personne dans la famille ne savait rien, pas même moi, qui était le bénéficiaire direct. Donc quelqu'un lui avait dit, ou elle avait trouvé quelque chose, où il y avait eu un moment, une conversation, un document qui lui était tombé entre les mains d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas résoudre cette question ce soir-là, mais je l'ai gardée dans un coin de ma tête pour plus tard. Ce que j'ai résolu cette nuit-là, c'était le plus urgent. Le lendemain matin, j'ai appelé Moreau et je lui ai dit que je voulais procéder à la demande de divorce. Il m'a expliqué les démarches, m'a dit de quels documents j'avais besoin, et nous avons convenu que j'irais à son bureau l'après-midi même pour signer tout ce qui était nécessaire. J'y suis allé. J'ai signé. Avec cela, techniquement, la condition du délai du trust était remplie. L'héritage de mon grand-père était activé à mon nom. 83 millions. Je n'arrivais toujours pas à le percevoir comme réel. C'était un nombre trop grand pour tenir dans le corps d'un homme qui avait dormi dans sa voiture 2 nuits plus tôt. Mais Moreau m'a dit quelque chose qui a fait tilt immédiatement, « Esteban, à partir de ce moment, vous devez être très prudent. Quand votre femme comprendra que le délai est passé et que vous avez activé l'héritage avant qu'elle ne puisse le bloquer, elle va réagir. Et cette réaction peut prendre des formes légales qui compliqueront la procédure si vous n'êtes pas préparé. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire exactement. Dans une procédure de divorce, selon la façon dont les faits sont présentés, votre femme pourrait revendiquer des droits sur des biens acquis pendant le mariage. L'héritage lui-même est protégé car il a été enregistré avant le divorce et provient d'une lignée familiale directe. Mais s'il y a des biens mixtes, des mouvements financiers qu'elle peut pointer du doigt, ou si elle parvient à prouver une sorte d'accord préalable avec vous, ça pourrait devenir compliqué. Il n'y a aucun accord préalable, ai-je dit. Je sais, mais nous devons l'anticiper. Avez-vous accès à vos comptes bancaires conjoints? Je l'ai fait le même après-midi avant de quitter le bureau de Moreau. J'ai tout vérifié. Les comptes que Daniela et moi avions ensemble depuis des années. Et c'est là, dans ces relevés bancaires, que j'ai trouvé la première trace concrète. Au cours des 2 derniers mois, Daniela avait effectué 11 virements vers un compte que je ne reconnaissais pas, pour des montants allant de 5 cents à 4 000 $. Au total, un peu plus de 18 000 $ avaient quitté notre compte conjoint en 8 semaines. J'ai fixé les chiffres. 18 000 $ transférés silencieusement, en petites parts réparties pour éviter d'attirer l'attention, vers un compte qui n'était pas son compte personnel, parce que je connaissais son compte personnel et que ce numéro ne correspondait pas. C'était un nouveau compte ou un compte qu'elle ne m'avait jamais montré. J'ai appelé Moreau depuis la voiture et je lui ai envoyé les captures d'écran. Sa réponse est arrivée 20 minutes plus tard en quelques mots, sauvegardez tout. Absolument tout. J'ai tout sauvegardé. Ce soir-là, de retour dans la chambre de Teresa, j'ai commencé à constituer un dossier sur mon téléphone. Non pas parce que je savais exactement à quoi il me servirait encore, mais parce que quelque chose en moi avait compris, quand une personne déplace 18 000 $ en silence tout en prévoyant de vous jeter hors de chez vous, chaque chiffre, chaque date,
Chaque transfert est la pièce d'un puzzle plus grand. Et je voulais avoir toutes les pièces avant qu'elle ne sache que je cherchais. Ce même soir, Teresa a frappé à la porte de la chambre, est entrée avec 2 tasses de café, s'est assise au bord du lit, et m'a regardé de cette façon qu'ont les grandes sœurs de vous regarder quand elles savent que quelque chose va très mal, mais qu'elles attendent que ce soit vous qui le disiez. Tu vas me dire ce qui s'est vraiment passé, a-t-elle demandé. Je lui ai raconté. Pas tout. Pas les détails légaux, pas les 83 millions, pas les virements, mais l'essentiel, Daniela, la grossesse, les valises, la façon dont elle me l'avait annoncé. Teresa n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas avec elle. Esteban, je ne te l'ai jamais dit parce que je n'avais rien de concret, juste un pressentiment. Cette façon qu'elle avait de poser des questions sur grand-père, sur ses affaires, sur ses propriétés. Je l'ai arrêtée. Comment ça, elle posait des questions sur ses propriétés? Teresa a froncé les sourcils comme si elle se souvenait. Une fois, lors d'une réunion de famille, elle m'a demandé si je savais si grand-père avait des terrains en dehors de la ville. Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a continué à demander si j'avais entendu quoi que ce soit. Si grand-père avait déjà parlé d'affaires avec papa. J'ai pris ça pour de la curiosité. Tu sais comment elle est, toujours à faire la conversation. De la curiosité. Ce n'était pas de la curiosité. C'était de la recherche. Daniela collectait des informations bien avant d'appeler le bureau de Moreau. Elle avait commencé par la famille, par Teresa, probablement par d'autres aussi, cherchant des pièces, assemblant la carte, comprenant l'ampleur de ce qui pouvait être en jeu avant de faire le moindre pas. Cette femme n'avait pas agi sur une impulsion émotionnelle. Elle avait agi selon un plan élaboré sur des mois, peut-être sur plus d'1 an. Et Yvan, l'homme dont elle était soi-disant amoureuse, le père du bébé qu'elle attendait? Je me suis demandé cette nuit-là pour la première fois si Yvan était une histoire d'amour ou une autre pièce sur l'échiquier. Je me suis demandé quel rôle il jouait dans tout ça, et je me suis demandé autre chose. Quelque chose qu'il m'était encore plus difficile d'admettre. Quelle part des 19 dernières années avait été réelle? Je n'avais pas de réponse cette nuit-là. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr, Daniela pensait m'avoir laissé sans rien. Elle me croyait détruit, confus, dormant dans une voiture sans comprendre ce qui s'était passé. Elle ne savait pas que j'avais signé les documents. Elle ne savait pas que l'héritage était activé. Elle ne savait pas que ces virements étaient documentés. Elle ne savait pas que Teresa m'avait involontairement donné la pièce manquante. Et elle ne savait pas que j'étais réveillé. Les jours suivants ont été étranges, d'une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. De l'extérieur, ma vie semblait détruite. Je n'avais pas de maison. Je dormais dans la chambre de ma sœur. J'allais au travail avec les mêmes vêtements que 2 jours plus tôt parce que je n'avais pas eu le temps de ranger correctement ce qu'il y avait dans les valises. Mes collègues ont remarqué quelque chose, mais personne n'a posé de questions directes. Les gens sont comme ça, quand quelque chose va très mal, ils préfèrent ne pas savoir. À l'intérieur, en revanche, quelque chose avait changé définitivement. Ce n'était pas de la force. Je ne veux pas romantiser ce que je ressentais, car ce serait un mensonge. Il y avait encore des moments, surtout le matin, où le poids de tout cela me frappait d'un seul coup, et j'avais besoin d'une minute juste pour respirer. 19 ans ne disparaissent pas parce que vous découvrez qu'ils étaient un mensonge. La douleur et la trahison peuvent exister en même temps. C'est ça aussi, la vérité. Mais il y avait une énorme différence entre l'homme qui s'était assis sur la marche avec un sac de supermarché à la main, et l'homme qui était maintenant assis dans la chambre de Teresa en train d'organiser des documents dans un dossier sur son téléphone. Cet homme savait ce qui se passait. Et savoir, c'est la première étape pour ne plus être la victime de quoi que ce soit. La première chose que j'ai faite cette semaine-là, après avoir signé les documents avec Moreau, fut quelque chose qui semblait insignifiant mais qui s'est avéré crucial. Je suis allé à l'entreprise où travaillait Daniela. Pas pour la voir, pas pour la confronter. Je suis juste allé à l'adresse, je suis resté sur le parking d'en face et j'ai attendu. Je ne sais pas exactement ce que je m'attendais à voir. Peut-être rien. Peut-être avais-je juste besoin de m'ancrer dans la réalité concrète de ce que j'enquêtais, de m'éloigner des écrans et des documents pour mettre mon corps dans un lieu physique. À 13h20, Daniela est sortie avec un homme. Je l'ai reconnu immédiatement, bien que je ne l'ai jamais vu en personne. J'avais trouvé son nom sur le téléphone de Daniela des mois auparavant.
À l'époque, elle m'avait dit que c'était un nouveau collègue, qu'ils travaillaient ensemble sur un projet. Yvan. 42 ans, plutôt mince, les cheveux courts, la démarche de quelqu'un qui a l'habitude d'être vu. Ils sont sortis ensemble, ont marché un demi-pâté de maison et sont entrés dans un restaurant. Je suis resté dans la voiture. Je n'ai pas ressenti ce que je croyais que j'allais ressentir. Je m'attendais à de la colère, ou à ce genre de douleur aiguë qui vous transperce la poitrine. Mais ce que j'ai ressenti était plus froid que ça, plus clair. Je les ai regardés entrer dans le restaurant et j'ai pensé avec un calme qui m'a surpris, cet homme c'est quelque chose ou fait partie de quelque chose. Ou les deux. Parce qu'il y avait une question qui restait sans réponse et qui était devenue plus urgente depuis ma conversation avec Teresa, comment Daniela avait-elle été au courant de l'héritage? Mon grand-père ne parlait jamais d'argent. La procédure légale était confidentielle. Personne dans la famille ne savait rien. Moi-même, le bénéficiaire direct, je ne savais rien. Donc, quelqu'un lui avait donné des informations. Quelqu'un qui avait accès à quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Cet après-midi-là, de retour chez Teresa, j'ai commencé à chercher des informations sur Yvan. Rien de dramatique. Je ne suis pas détective et je ne prétendais pas l'être, mais j'ai fait ce que tout le monde fait aujourd'hui quand on veut savoir quelque chose sur quelqu'un, j'ai cherché son nom sur Internet. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Yvan travaillait dans la même entreprise que Daniela, oui, mais son profil professionnel mentionnait une expérience antérieure dans la gestion de patrimoine et le conseil financier. Il avait travaillé pendant 6 ans dans un cabinet spécialisé, entre autres, dans l'administration de trusts et d'héritage. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment. Gestion de patrimoine, trust, héritage. Ce n'était pas une preuve de quoi que ce soit. Une personne pouvait avoir travaillé dans la finance sans aucun lien avec ce qui se passait. Mais c'était une coïncidence trop spécifique pour être ignorée. Un homme avec de l'expérience dans les trusts et les héritages. Une femme qui se met soudainement à enquêter sur le patrimoine de son beau-père. Des virements de 18 000 $ vers un compte inconnu, et un plan exécuté avec une précision qui ne semblait pas improvisée. Les pièces ne formaient pas encore une image complète, mais elles commençaient à pointer dans une direction. J'ai appelé Moreau cet après-midi-là et je lui ai posé une question à laquelle je pensais depuis la veille. Est-il possible que quelqu'un ayant des connaissances en matière de trust ait pu accéder aux informations sur l'enregistrement effectué par mon grand-père? Y a-t-il un moyen que cela ait pu fuiter? Moreau a pris un instant pour répondre, les registres notariés sont publics, Esteban. Pas le contenu détaillé, mais l'existence de l'enregistrement et le nom du bénéficiaire. Si quelqu'un savait où chercher et avait le bon nom. Il aurait pu découvrir qu'un important transfert d'actifs avait été fait à votre nom. Public. Le registre était public. Quelqu'un avec de l'expérience dans les trusts, qui sait où chercher, pouvait trouver qu'un enregistrement avait été fait au nom d'Esteban. Pas le montant exact, pas les détails, mais assez pour savoir que quelque chose d'énorme se passait. Assez pour concevoir un plan autour de cette information. Y a-t-il un moyen de savoir si quelqu'un a consulté ce registre, ai-je demandé. Cela dépend du notaire et du type de requête. Certaines sont consignées, d'autres non. Je lui ai demandé d'enquêter. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Pas à cause de l'anxiété, mais parce que ma tête n'arrêtait pas. Je n'arrêtais pas de relier les points, de tirer les fils, de me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas encore répondre, mais que je sentais de plus en plus proche d'une résolution. Yvan avait-il dit à Daniela ce qu'il avait trouvé? Était-ce lui qui avait cherché l'information pour la lui donner? Ou bien était-ce elle qui l'avait impliqué précisément parce qu'elle savait ce qu'il faisait? Et la grossesse. J'avais un doute sur la grossesse. Daniela avait 44 ans. Nous n'avions jamais pu avoir d'enfant. Des années d'essai, de traitement, de portes fermées. Je l'avais accepté avec douleur et résignation. Elle, apparemment, l'avait traité différemment. La grossesse était-elle réelle? Je n'avais aucune raison d'en douter. Elle l'avait affirmé avec une certitude qui ne semblait pas feinte. Mais je me demandais si la grossesse était une conséquence de sa relation avec Yvan, ou si elle avait été une décision intégrée au plan, un moyen de rendre la rupture plus définitive, plus irréversible, un moyen de s'assurer que je n'essaierais pas de me réconcilier. Parce que si j'essayais de me réconcilier, le plan se compliquerait. Elle avait besoin que je parte. Que je parte vite. Que j'initie le divorce pour que le délai du trust soit atteint en nous trouvant légalement séparés, puis que,
dans la procédure de divorce, elle présente des arguments pour réclamer une part des biens. C'était un plan qui exigeait que j'agisse exactement comme elle l'attendait, un homme blessé et humilié, expulsé de chez lui, qui lance la procédure de divorce sur un coup de tête sans comprendre ce qu'il signe. Le problème, c'est que je n'étais plus cet homme-là. Pas complètement, du moins. 4 jours après mon arrivée chez Teresa, j'ai reçu un message de Daniela. Le premier depuis la nuit des valises. Court, froid. Il disait que nous devions parler de la procédure légale, qu'elle avait un avocat, qu'il valait mieux tout faire de manière ordonnée et sans conflit. Sans conflit. Je l'ai lu 3 fois. J'ai répondu par une seule ligne. Je lui ai dit que mon avocat contacterait le sien, rien de plus. J'ai sauvegardé le message dans le dossier. Le même après-midi, Moreau m'a appelé avec quelque chose qu'il avait découvert concernant la consultation du registre notarié. Esteban, il y a eu une consultation du registre de votre grand-père. Faite il y a exactement 4 mois. Ce n'était pas en personne. C'était via un système de consultation numérique utilisé par certaines firmes financières. Le cabinet depuis lequel la requête a été faite n'existe plus formellement. Il a fermé il y a 2 mois. Mais le nom du requérant est resté dans le système. Je me suis préparé. Le nom est Yvan. Je n'ai pas été surpris. Et cela en soi m'en disait long sur moi-même. Que j'avais atteint un point où les confirmations ne me secouaient plus. Je me contentais de les enregistrer, de les sauvegarder, de les additionner. Yvan avait consulté le registre de mon grand-père il y a 4 mois. Daniela avait commencé à se comporter différemment exactement durant cette période. Les virements avaient commencé des semaines plus tard. Ce n'était pas une histoire d'amour qui tournait mal. C'était une opération, et j'en étais la cible. J'ai raccroché avec Moreau et je suis resté assis en silence pendant un moment. Dehors, par la fenêtre de la chambre de Teresa, le soleil de l'après-midi tombait en biais et dessinait de longues ombres sur le sol. J'ai pensé à mon grand-père Gilberto, à sa veste marron, à la phrase qu'il m'avait dite ce dimanche-là avant de mourir. Les hommes qui construisent en silence finissent toujours bien. Il savait. Pas ça exactement, peut-être, mais il savait qu'il y avait quelque chose. Il savait qu'il y avait des gens autour de moi qui regardaient ce qu'il avait construit avec d'autres yeux. Et c'est pour cela qu'il avait tout mis à mon nom à l'avance. C'est pour cela qu'il avait posé cette condition. C'est pour cela qu'il avait dit à Moreau de m'appeler cette nuit-là. Il me protégeait, depuis avant même de mourir. Je me suis frotté le visage avec les mains, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert le dossier sur mon téléphone. Le nom d'Yvan sur le registre notarié. Les dates des virements de Daniela. Les messages sauvegardés. Le relevé de l'appel au bureau de Moreau. La conversation documentée avec Teresa. J'avais plus d'éléments que n'importe qui s'attendrait à avoir en moins d'une semaine. Mais il manquait encore quelque chose. Je ne savais toujours pas exactement ce que j'allais faire de tout ça. Et je ne savais toujours pas quel serait le prochain coup de Daniela quand elle réaliserait que le délai était passé et que j'avais activé l'héritage avant qu'elle ne puisse le bloquer. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. Daniela l'a découvert un mercredi. Je ne sais pas exactement comment. Peut-être que son avocat a fait les demandes correspondantes et a découvert que le trust était déjà activé à mon nom. Peut-être qu'Yvan, avec son expérience dans le domaine, a su interpréter les signes. Peut-être qu'elle a simplement calculé les dates et compris que le délai était passé sans qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est que ce mercredi après-midi-là, j'ai reçu 4 messages en moins de 2 heures. Le premier disait que nous devions parler de toute urgence. Le deuxième disait qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas et qu'elle pouvait m'expliquer. Le troisième disait que tout cela avait été une erreur, qu'elle avait eu peur, que la grossesse l'avait mise dans un état émotionnel qui l'avait poussée à mal agir. Le quatrième disait qu'elle m'aimait toujours. Je les ai tous lus. Je les ai tous sauvegardés. Je n'ai répondu à aucun. Moreau m'avait prévenu que cela arriverait. Il m'avait dit exactement ceci, quand elle réalisera qu'elle a perdu le premier round, elle essaiera de regagner du terrain d'une autre manière. La voie émotionnelle est toujours la première car c'est la plus rapide et celle qui laisse le moins de preuves. Il avait eu raison sur toute la ligne. Ce que nous n'avions pas anticipé, c'est la rapidité du deuxième mouvement. Le lendemain, un jeudi, j'ai reçu un appel de mon patron au travail. Il m'a dit avoir reçu une communication d'un avocat externe demandant des informations sur mes revenus, mes années d'ancienneté et mes conditions de travail.
Cela faisait partie d'une procédure légale liée à un divorce en cours. C'était une procédure standard, m'a-t-il dit, mais il voulait m'en informer personnellement. Standard. Daniela avait mobilisé son avocat en moins de 24 heures après avoir découvert pour l'héritage, non pas pour négocier, mais pour documenter, pour constituer un dossier qui lui permettrait de revendiquer des droits dans la procédure de divorce. J'ai appelé Moreau immédiatement. Il m'a expliqué que c'était une manœuvre attendue, mais agressive pour le stade où nous en étions. Normalement, ces demandes interviennent plus tard dans le processus. Le fait qu'elle l'ait fait si rapidement en disait long sur le niveau de préparation de son équipe juridique. « Avez-vous votre propre avocat ?» m'a demandé Moreau. Jusque-là, Moreau avait agi en tant qu'avocat du trust. Son rôle était de protéger les intérêts du patrimoine de mon grand-père, pas de me représenter dans le divorce. C'était deux choses différentes, même si elles étaient liées. Vous devez engager quelqu'un pour la procédure de divorce, un bon. Cette semaine. Il m'a recommandé une avocate nommée Andrea, spécialiste du droit de la famille, avec une expérience des affaires impliquant un patrimoine important. Il m'a dit quelle était la meilleure qu'il connaisse pour ce genre de situation, et que si Daniela avait une équipe préparée, il me fallait l'équivalent, ou mieux. J'ai appelé Andrea le même après-midi. Nous nous sommes rencontrés le lendemain à son cabinet. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux courts et foncés, et une façon de parler directe et sans fioritures, typique de quelqu'un qui a vu trop d'affaires pour perdre son temps en détour. Elle m'a écouté pendant 40 minutes, sans presque m'interrompre, en prenant simplement des notes. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé et a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. « Esteban, votre position est plus forte que vous ne le pensez. Mais vous devez comprendre que la procédure va être inconfortable. Votre femme et son équipe vont essayer de construire un récit selon lequel vous avez caché des informations, qu'il y avait des biens communs mélangés à l'héritage. Qu'il y a des éléments qui justifient un partage des biens. Rien de tout cela n'a de base légale solide avec ce que vous avez, mais ils vont essayer. » Je lui ai montré le dossier, les virements, la trace de l'appel au bureau de Moreau, le nom d'Yvan sur la requête notariale, les messages de Daniela, tout. Andrea a tout examiné calmement. Quand elle a eu terminé, elle a fermé son carnet et m'a regardé. « Savez-vous quelle est la chose la plus précieuse que vous avez ici ?» J'ai dit que non. « L'ordre. Vous avez tout documenté, avec des dates, et sans interférer dans quoi que ce soit. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Cette réunion m'a apporté ce que les précédentes n'avaient pas réussi à m'offrir pleinement, le sentiment concret qu'il y avait un chemin. Pas facile, pas rapide, mais solide. Je suis parti du bureau d'Andrea avec une liste de choses que je devais obtenir dans les jours suivants, des relevés bancaires supplémentaires, la documentation du compte vers lequel Daniela avait transféré l'argent. Tout enregistrement de communication entre elle et Yvan que je pourrais obtenir légalement, et autre chose qu'Andrea avait mentionné presque à la fin de la réunion, comme si c'était un détail mineur, mais qui avait résonné en moi. Avez-vous une idée de qui d'autre aurait pu être témoin de conversations ou de comportements pertinents au cours des derniers mois? J'ai pensé à Teresa, à ce qu'elle m'avait dit concernant les questions de Daniela lors de la réunion de famille. C'était utile, mais ce n'était pas suffisant. J'ai pensé à des voisins, à des amis communs, à des collègues de Daniela que je connaissais de nom. Et puis j'ai pensé à Natalia. Natalia était la meilleure amie de Daniela depuis l'université. Elles avaient été inséparables pendant des années. Ces derniers temps, elles s'étaient un peu éloignées. Je l'avais remarqué parce que Daniela ne mentionnait plus son nom aussi souvent qu'avant. Et quand je posais des questions sur elle, elle répondait par des monosyllabes. Cette distance pouvait signifier beaucoup de choses, mais cela pouvait aussi signifier que Natalia savait quelque chose qu'elle n'était pas prête à cautionner. Qu'il y avait eu un moment où le plan de Daniela et l'amitié de Natalia étaient entrés en conflit. Je ne l'ai pas appelé ce jour-là, ni le lendemain. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours avant de me décider. Pendant ce temps, la procédure légale avançait en parallèle de tout le reste. Andrea et l'avocat de Daniela échangeaient des communications formelles. Les conditions initiales de la procédure furent établies. Dans l'une de ces communications, l'avocat de Daniela présenta le premier argument officiel. Il affirmait que, pendant le mariage, il y avait eu des biens et des ressources communs qui devaient être pris en compte dans le partage. Il mentionnait spécifiquement un compte bancaire conjoint depuis lequel Daniela avait effectué des retraits pour des dépenses ménagères. Des dépenses ménagères. $18 000 de dépenses ménagères.
Andrea a répondu en exigeant des documents détaillés sur la manière dont ces fonds avaient été utilisés, facture par facture, reçu par reçu. Nous savions que ces documents n'allaient pas apparaître, car cet argent n'avait pas servi à des dépenses ménagères. Mais le mouvement le plus important n'était pas celui-là. Le mouvement le plus important s'est produit 3 jours plus tard, quand Moreau m'a appelé avec quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Esteban, il y a quelque chose que vous devez savoir. L'avocat de votre femme a déposé ce matin une demande de mesures conservatoires sur certains des actifs du trust, arguant qu'il pourrait y avoir des droits matrimoniaux sur des biens acquis indirectement pendant le mariage. Des mesures conservatoires. Ils essayaient de geler une partie de l'héritage le temps de la procédure. Peuvent-ils faire ça, ai-je demandé. Ils ont essayé. Le juge a rejeté la demande cet après-midi. L'héritage est protégé car l'enregistrement est antérieur au début de la procédure de divorce et provient d'une lignée familiale directe, sans mélange de biens matrimoniaux. Ils n'ont pas de base légale suffisante. Rejeté. J'ai respiré. Mais ils essaieront à nouveau avec un autre argument, a ajouté Moreau. Ce n'est pas fini. Il avait raison. La même semaine, l'avocat de Daniela a présenté un nouvel argument. Cette fois, pas directement sur l'héritage, mais sur les années de mariage, les contributions au foyer, le projet de vie commun. C'était un argument plus émotionnel que légal, probablement conçu autant pour la procédure judiciaire que pour générer une pression psychologique. C'est Andrea qui m'a expliqué quelque chose de fondamental à ce moment-là. Esteban, je veux que vous compreniez quelque chose. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner sur le plan juridique. L'héritage est blindé. Ce qu'ils font maintenant, c'est de construire une pression pour que vous préfériez conclure un accord à l'amiable. Un accord où vous payez une somme importante en échange de l'arrêt rapide de la procédure et sans faire plus de bruit. C'est une tactique. Ce n'est pas du droit. C'est de l'usure. De l'usure. Ils voulaient que je me fatigue, que je préfère payer pour que tout cela se termine. Que le coût émotionnel et logistique du processus pèse plus lourd sur moi que le coût économique de céder quelque chose. C'était une tactique intelligente, si la cible était quelqu'un sans ressources, sans information, et sans équipe. Le problème, c'est que je n'étais plus cette personne-là. Ce soir-là, j'ai appelé Natalia. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, comme si elle attendait l'appel ou comme si elle avait le téléphone à la main. Il y a eu un bref silence quand elle a entendu ma voix. Puis elle a dit, « Je savais que tu allais appeler. » Je lui ai demandé si nous pouvions nous voir. Elle a dit oui sans hésitation. Et dans sa voix, il y avait quelque chose que j'ai reconnu immédiatement. Pas de la pitié, pas de l'inconfort, mais le ton spécifique de quelqu'un qui porte un fardeau depuis longtemps et qui a besoin de s'en libérer. Nous nous sommes retrouvés le lendemain, et ce que Natalia m'a raconté cet après-midi-là a complètement changé la dimension de tout ce que je croyais comprendre jusqu'alors. Natalia vivait dans un petit appartement au nord de la ville. Elle m'a ouvert la porte avec une expression qui n'était ni tout à fait accueillante, ni tout à fait mal à l'aise. C'était quelque chose entre les deux, comme le visage de quelqu'un qui a pris une décision difficile et qui est au moment exact de l'exécuter. Elle m'a fait entrer. Le salon était bien rangé, avec des plantes sur le rebord de la fenêtre et des livres empilés sur une table d'appoint. Elle m'a proposé un café. J'ai accepté, même si je n'en avais pas besoin. Parfois, accepter un café est le moyen de dire à quelqu'un qu'on a du temps, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'on peut écouter. Nous nous sommes assis face à face, et pendant un instant, aucun de nous n'a rien dit. Puis Natalia a posé ses mains sur la table, a pris une inspiration, et a commencé. Daniela et moi avons cessé de nous parler il y a 3 mois. Ce n'était pas une dispute. C'était ma décision. Je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'elle m'a demandé de faire quelque chose que je n'étais pas prête à faire. J'ai attendu. Elle m'a demandé de te dire, si jamais tu me posais des questions sur elle, sur sa relation avec Yvan, ou sur quoi que ce soit lié au dernier mois, que je ne savais rien, que nous n'en avions jamais parlé, qu'il n'y avait rien à dire. Elle a fait une pause. Et quand elle m'a expliqué pourquoi elle avait besoin de ça, j'ai compris ce que tout cela était devenu, et je ne voulais pas en faire partie. Je lui ai demandé ce qu'elle avait expliqué. Natalia a pris un instant, non pas par doute, mais parce qu'elle organisait quelque chose qu'elle avait manifestement ressassé de nombreuses fois dans sa tête. Daniela m'a parlé de l'héritage il y a environ 5 mois. C'est Yvan qui a trouvé l'information. Il savait comment chercher ce genre de registre.
Il avait les contacts pour accéder au système. Quand il a dit à Daniela ce qu'il avait trouvé, ils ont commencé à concevoir ensemble ce qu'ils ont appelé une stratégie de protection. Stratégie de protection. Les mots me sont tombés dessus avec un poids spécifique. Protection contre quoi, ai-je demandé. C'est ce que je lui ai demandé. Daniela m'a dit que si l'argent arrivait entre tes mains sans aucun lien légal avec elle, tu le gérerais seul et elle serait laissée pour compte. Qu'après 19 ans de mariage, elle méritait une part. Que vous aviez construit cette vie ensemble et que l'héritage faisait partie de ce contexte. L'héritage était celui de mon grand-père, ai-je dit. Je sais. Et je lui ai dit. Je lui ai dit que légalement ça n'avait aucun fondement. Qu'un héritage en ligne directe n'était pas un bien matrimonial. Elle m'a dit que c'était à ça que servait Yvan, à trouver les arguments. J'ai pris une respiration lente. Et le plan de me jeter à la rue? Natalia a baissé les yeux un instant avant de répondre, l'objectif était que tu inities le divorce rapidement et sous le coup de l'émotion. Sans avocat, sans le temps de réfléchir, sans comprendre ce que tu signais. Dans l'état où tu serais après cette nuit-là. Tu irais très probablement voir un avocat spécialiste des divorces classiques qui traiterait tout ça rapidement. Et dans ce processus, son avocat à elle, qui était déjà préparé des mois à l'avance, allait présenter des arguments pour un partage des biens que tu n'attendais pas et pour lequel tu ne serais pas prêt. Elle l'a dit sans drame, avec le calme froid de quelqu'un qui a tellement analysé la chose que cela ne produit plus d'émotion, seulement des faits. Et la grossesse? Natalia m'a regardé directement. La grossesse est réelle, Esteban. Ça, je peux te l'affirmer. Daniela est avec Yvan depuis des mois. Je ne sais pas si ce qu'elle ressent pour lui est de l'amour, ou si ça fait partie de tout ça, ou un mélange des deux. Ça, je ne le sais pas. Mais la grossesse n'est pas une invention. J'ai hoché la tête. Quelque part, je le savais déjà, mais j'avais besoin de l'entendre. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Natalia a hésité une seconde. Juste une seconde, mais je l'ai remarqué. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais te dire. Je lui ai dit de me le dire. Daniela a un enregistrement. Je me suis figé. Quel genre d'enregistrement? Une conversation entre vous deux, qui date d'environ 8 mois. Un soir où vous vous êtes disputé à propos de l'argent, de l'avenir, de la possibilité que, si quelque chose arrivait à ton grand-père, il y aurait d'importants changements. Elle a enregistré cette conversation à ton insu. Elle me l'a fait écouter. Elle m'a dit que dans cet enregistrement, tu disais des choses qui, sorties de leur contexte, pouvaient être interprétées comme si tu connaissais l'héritage à l'avance et avais pris des décisions financières en fonction de cela. J'ai essayé de me souvenir de cette conversation. Nous avions eu de nombreuses conversations sur l'avenir au cours des dernières années. Sur ce qui se passerait à la mort de mon grand-père, sur le fait de savoir si nous hériterions de quelque chose de modeste, sur la façon dont nous gérerions nos dépenses si la situation changeait. Des conversations de couple normales. Des conversations qui, enregistrées et montées, pouvaient passer pour n'importe quoi. Elle a l'intention d'utiliser cet enregistrement dans la procédure légale, a ajouté Natalia. C'est ce qu'elle m'a dit être sa carte de secours si tout le reste échouait. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai posé à Natalia la question la plus importante. Serais-tu prête à témoigner de ce que tu es en train de me dire? Pas maintenant. Pas nécessairement formellement pour le moment. Mais si le moment venait où ce serait nécessaire? Natalia n'a pas répondu immédiatement. Elle a regardé ses mains sur la table. Puis elle m'a regardé. C'est pour ça que je t'ai ouvert la porte, a-t-elle dit. J'ai quitté l'appartement de Natalia avec 2 choses que je n'avais pas en y entrant. La première, c'était le tableau complet. Il n'y avait plus de pièces manquantes. J'avais toute la carte, Yvan trouvant le registre, Daniela élaborant le plan, les mois de préparation, le but de l'expulsion, la stratégie légale conçue à l'avance, et l'enregistrement comme carte de secours. La deuxième chose que j'emportais était plus lourde à porter. La confirmation que les derniers mois de mon mariage, peut-être l'année entière, avaient été une comédie. Daniela avait vécu avec moi, avait dormi dans le même lit, avait mangé à la même table, avait répondu à mes messages et m'avait dit bonne nuit, tout en concevant simultanément la façon de me laisser sans rien. Ça ne s'assimile pas rapidement. Ça ne s'assimile pas sur le chemin vers la voiture.
Je me suis assis sur un banc dans la rue, devant l'immeuble de Natalia, et je me suis accordé quelques minutes pour n'être qu'un homme qui avait été blessé. Pas de stratégie, pas de dossier, pas de prochaine étape. Juste le poids de ce qui était réel. Puis je me suis levé, j'ai appelé Andrea ce même après-midi, et je lui ai raconté tout ce que Natalia m'avait dit. Je l'ai entendu traiter l'information en temps réel. Ses questions sont devenues plus précises, plus rapides, plus ciblées. Quand j'ai terminé, il y a eu une brève pause, puis elle a dit quelque chose qui a changé le ton de tout ce qui a suivi. Esteban, l'enregistrement dont parle Natalia peut être une arme pour eux, ou il peut être une arme pour vous. Tout dépend de qui le présente en premier et dans quel contexte. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. S'il le présente, le récit sera que vous étiez au courant de l'héritage et avez agi en conséquence. Mais si vous en faites formellement la demande dans le cadre de la procédure de communication des pièces, avant qu'il ne le présente, le récit change du tout au tout. Parce que maintenant, la question n'est plus ce que dit cet enregistrement, mais pourquoi votre femme a enregistré secrètement une conversation privée il y a 8 mois. Cela prouve la préméditation. Et la préméditation, c'est exactement ce que nous sommes en train de constituer. Préméditation. Un seul mot qui a transformé toute la carte que j'avais assemblée en quelque chose avec un nom juridique. Et Natalia, ai-je demandé, si elle est prête à témoigner. C'est la pièce la plus importante que vous ayez, a répondu Andrea. Non pas pour ce qu'elle sait sur l'enregistrement, mais parce qu'elle a été témoin direct de la conversation où Daniela a expliqué le plan. Ce n'est ni de la spéculation, ni de l'interprétation. C'est un témoignage. Cette nuit-là, de retour chez Teresa, je me suis assis sur le lit avec le dossier de mon téléphone ouvert et je l'ai passé en revue complètement, du début à la fin. Les virements documentés. L'enregistrement de l'appel à Moreau. Le nom d'Ivan sur la consultation notariale. Les messages de Daniela sauvegardés. Le témoignage de Teresa sur les questions posées lors de la réunion de famille. Et maintenant Natalia, et l'enregistrement qu'ils croyaient être leur carte secrète. J'ai pensé à Gilberto. Aux hommes qui construisent en silence. Il avait construit 83 millions de dollars sans que personne ne le sache. En 3 semaines, j'avais construit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ai. Ce n'était pas de l'argent. C'était la vérité. Et la vérité, bien documentée, bien organisée, bien présentée, est plus difficile à démolir que n'importe quelle stratégie fondée sur des mensonges. J'ai éteint l'écran, posé le téléphone sur la table de nuit, et pour la première fois depuis la nuit des valises, je me suis endormi avant minuit, sans rêver de rien, juste dans le silence. Les 3 semaines suivantes ont été les plus étranges de toute la procédure. De l'extérieur, tout semblait en pause. Les avocats échangeaient des documents. Les dates de la procédure étaient fixées et repoussées. Personne ne criait. Personne ne se confrontait. Personne ne se présentait à aucune porte. Tout n'était que silence administratif, courriel formel, jargon juridique qui semblait bien loin de la réalité humaine sous-jacente. Mais à l'intérieur, les choses avançaient vite. Andrea avait formellement demandé l'enregistrement dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Ce mouvement a pris leur équipe complètement par surprise. Je le savais parce qu'Andrea m'a appelé le lendemain du dépôt de la demande pour me dire que l'avocat de Daniela avait demandé une prolongation pour y répondre. Quelque chose qu'il pouvait techniquement faire, mais qui en pratique était le signe clair qu'ils ne s'attendaient pas à cette manœuvre. Ils avaient perdu leur carte avant de pouvoir la jouer. Pendant que cela suivait son cours, Andrea a travaillé en parallèle sur quelque chose que je n'avais pas pleinement pris en compte jusqu'à ce qu'elle le mette sur la table, la documentation des 18 000 dollars transférés depuis notre compte conjoint. Nous avions demandé à ce que l'avocat de Daniela présente les reçus montrant comment ces fonds avaient été utilisés. La réponse est arrivée 2 semaines plus tard sous la forme d'un document de 4 pages avec des descriptions vagues, dépenses ménagères, entretiens, imprévus, achats généraux. Sans une seule facture, sans un seul reçu, sans aucune preuve reliant ces montants à quoi que ce soit de concret et de vérifiable. Andrea a présenté cette réponse au juge avec une observation simple mais dévastatrice: si ces fonds avaient été utilisés pour les dépenses du ménage pendant le mariage, il devrait y avoir des documents ordinaires pour le prouver. L'absence totale de reçus, combinée au schéma des transferts, des montants distribués de manière irrégulière vers un compte non identifié pendant une période spécifique, crée une présomption raisonnable que ces fonds avaient été détournés à une fin autre que celle déclarée. Le juge a demandé des informations supplémentaires sur le compte destinataire.
C'était un mercredi. Le jeudi matin, j'ai reçu un message de Daniela. Pas par l'intermédiaire de son avocat, mais directement sur mon téléphone. Il disait qu'elle avait besoin de me parler. Pas des avocats, pas de la procédure, mais de nous. Qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas et qu'elle voulait m'expliquer en personne. Je l'ai sauvegardé dans le dossier sans répondre. 4 heures plus tard, un autre message est arrivé. Il disait qu'elle avait peur, que la procédure devenait plus compliquée qu'elle ne l'avait prévu, que nous pourrions peut-être trouver une solution sans aller plus loin. Je l'ai sauvegardé aussi. Cet après-midi-là, j'ai montré les messages à Andrea. Elle les a lus attentivement puis m'a regardé avec cette expression directe que je connaissais déjà. Ne répondez à aucun d'eux. À partir de maintenant, toute communication qui ne passe pas par les avocats pourrait être utilisée contre vous ou créer des ambiguïtés qui compliqueraient ce que nous avons déjà construit. Je sais que c'est difficile. Mais le silence est actuellement votre meilleure réponse. Le silence comme stratégie. Mon grand-père l'avait pratiqué toute sa vie. Je l'apprenais tard, mais je l'apprenais. Ce qui s'est passé les jours suivants a été une escalade qu'Andrea avait anticipée, mais qui restait difficile à observer en temps réel. L'avocat de Daniela a présenté un nouvel argument. Cette fois, ni sur l'héritage ni sur les biens conjugaux, mais sur ma situation professionnelle. Ils arguaient que pendant le mariage, Daniela avait contribué émotionnellement et logistiquement au maintien d'un foyer stable qui m'avait permis de me développer professionnellement et de me constituer un réseau de relations dont je bénéficiais aujourd'hui indirectement pour gérer le patrimoine hérité. C'était un argument tellement indirect et difficile à quantifier que lorsqu'Andrea me l'a expliqué, il m'a fallu un instant pour comprendre ce qu'il demandait exactement. Ils demandent une compensation financière pour leur contribution au projet de vie commun, a déclaré Andrea. C'est un argument qui existe en droit de la famille et qui, dans certains contextes, a sa validité. Dans ce cas précis, avec les preuves de préméditation que nous avons, il est très peu probable qu'il aboutisse. Mais ils vont essayer parce que c'est tout ce qu'il leur reste. C'est tout ce qu'il leur reste. Cette phrase m'a fait comprendre qu'Andrea sentait que nous avions une longueur d'avance. Nous n'étions pas à la fin, mais nous étions devant. C'est cette même semaine que Natalia a tenu parole. Elle s'est rendue de son plein gré au cabinet d'Andrea et a fourni une déclaration écrite détaillant la conversation qu'elle avait eue avec Daniela environ 5 mois plus tôt. Dans cette déclaration, elle décrivait avec précision les informations que Daniela avait partagées avec elle sur l'héritage, le rôle d'Ivan dans la découverte des données du registre notarié, le plan pour me jeter à la rue afin que j'initie le divorce sans préparation. Et l'objectif final de réclamer une part de la succession dans la procédure légale. Elle a signé chaque page. Andrea m'a appelé cet après-midi-là pour me dire que la déclaration de Natalia était solide, détaillée et crédible. Qu'elle complétait parfaitement la chaîne de preuves que nous avions déjà. Et qu'avec cela, plus l'enregistrement de la consultation notariale au nom d'Ivan, plus les transferts sans reçu, plus les messages directs de Daniela sur mon téléphone pour tenter de négocier en dehors de la procédure légale. Nous avions ce qui, en termes juridiques, s'appelle un schéma de comportement documenté. Un schéma de comportement documenté. Ce n'était pas une accusation émotionnelle. Ce n'était pas ma version contre la sienne. C'était un ensemble de faits, avec des dates, des noms, des registres et des témoins, qui racontaient une histoire cohérente et vérifiable. Ce soir-là chez Teresa, je me suis assis à la table de la cuisine comme je l'avais fait tant de soirs depuis que tout cela avait commencé. Teresa a posé un café devant moi sans rien demander. Elle s'est assise en face de moi, et pour la première fois depuis la nuit des valises, elle m'a demandé directement comment j'allais. Pas comment avançait la procédure. Comment j'allais. La question m'a pris par surprise. J'avais été tellement concentré à documenter, à comprendre et à me préparer pendant des semaines, que j'en avais presque oublié que j'étais aussi une personne avec des émotions qui ne se résolvaient pas simplement parce que la procédure légale se passait bien. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit qu'il y avait des jours où je me réveillais avec une lucidité que je n'avais pas eue depuis des années. Et qu'il y en avait d'autres où le poids de ces 19 années me tombait dessus d'un coup, et qu'aucune stratégie légale ni aucun dossier de documents ne le rendait moins lourd. Que la douleur et la trahison ne disparaissent pas quand on a raison. Que avoir raison et aller bien sont deux choses complètement différentes. Teresa a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit quelque chose de simple, grand-père a toujours dit que c'était toi qui lui ressemblais le plus. Je n'ai rien dit, mais quelque chose dans cette phrase m'a apaisé à l'intérieur d'une manière que les conversations avec les avocats n'avaient pas réussi à faire.
La semaine suivante a apporté la dernière pièce manquante. Le compte vers lequel Daniela avait transféré les 18 000 $ a été identifié dans le cadre de la procédure légale. Il s'agissait d'un compte ouvert au nom d'une petite entreprise constituée il y a 7 mois, une société de conseil financier avec un seul associé enregistré, Yvan. Les 18 000 $ de notre compte conjoint étaient allés directement à l'entreprise d'Yvan. Pas pour des dépenses ménagères, pas pour des imprévus. À l'entreprise de l'homme avec qui Daniela planifiait son avenir tout en vivant avec moi. Andrea a présenté cette découverte avec la documentation correspondante. Le juge l'a reçue, et à ce moment-là, le ton de l'ensemble de la procédure a changé d'une manière qui s'est fait sentir jusque dans les courriels formels entre les avocats. L'avocat de Daniela a demandé une réunion. Pas devant le juge, une réunion entre les parties. Ce qui, en termes juridiques, s'appelle une séance de médiation volontaire, mais qui, en termes réels, signifiait qu'il voulait négocier avant que les choses n'aillent plus loin. Andrea m'a appelé pour me dire que c'était ma décision d'y aller ou non. J'ai dit oui. Non pas parce que je voulais concéder quoi que ce soit, mais parce que je voulais voir le visage de Daniela lorsqu'elle comprendrait que l'homme qu'elle avait laissé assis sur une marche avec un sac de supermarché à la main, était arrivé à cette réunion avec tout. Avec absolument tout. La réunion a eu lieu un lundi matin, dans une salle de conférence d'un bâtiment neutre qu'aucun de nous n'avait choisi. Il avait été proposé par le médiateur assigné par le tribunal, un homme d'environ 55 ans nommé José, avec des lunettes et un carnet vert que je ne l'ai jamais vu utiliser. La pièce avait une longue table, des chaises en cuir noir, un pichet d'eau au centre auquel personne n'a touché de toute la réunion, et une grande fenêtre donnant sur la rue. Le genre d'endroit conçu pour que tout paraisse civilisé, même si rien de ce qui s'y dit ne l'est. Je suis arrivé avec Andrea 10 minutes en avance. Daniela est arrivée à l'heure avec son avocat. Elle est entrée sans me regarder directement au début, s'est assise de l'autre côté de la table, a rangé ses affaires devant elle, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a levé les yeux. Je l'ai regardée. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient attachés en arrière d'une façon qui m'était familière. Elle se coiffait toujours ainsi quand elle était tendue. La grossesse commençait à se voir légèrement. Elle portait un chemisier bleu que j'avais déjà vu, un qu'elle mettait quand elle voulait paraître calme sans l'être. Je la connaissais. Après 19 ans, je la connaissais, et c'était la chose la plus difficile et la plus étrange de tout cela, pouvoir la lire parfaitement, et en même temps avoir l'impression de ne l'avoir jamais connue. José, le médiateur, a expliqué les règles de base. Chaque partie parlerait à son tour. L'objectif était d'explorer s'il y avait une possibilité d'accord qui éviterait de poursuivre la procédure judiciaire. Personne n'était obligé à quoi que ce soit. Tout ce qui se disait dans cette pièce était confidentiel, sauf accord exprès des deux parties. L'avocat de Daniela a parlé le premier. Il a présenté sa position avec un calme professionnel que j'ai reconnu comme une tactique. Quand vous n'avez pas d'argument solide, le calme devient l'argument. Il a parlé des années de mariage, de la construction conjointe d'une vie, des contributions de Daniela au foyer et au bien-être émotionnel du couple. Il a parlé de l'héritage, non pas comme d'un bien conjugal, mais comme d'un patrimoine qui était arrivé entre les mains d'Esteban dans un contexte de vie commune, et que, selon des principes d'équité et de justice, cette réalité devait être prise en compte. Équité et justice. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Andrea prenait des notes. Je gardais les mains immobiles sur la table et je regardais l'avocat de Daniela avec la même expression que mon grand-père Gilberto m'avait apprise sans le savoir. Celle de quelqu'un qui écoute sans rien concéder. Quand il a terminé, Andrea a répondu. Pas avec de l'émotion, pas avec des accusations, mais avec des documents. Elle a présenté la chronologie complète, date par date, fait par fait. La consultation d'Yvan au registre notarié 4 mois avant l'expulsion. L'appel de Daniela au bureau de Moreau 3 semaines avant les valises. Les virements de 18 000 $ vers l'entreprise d'Yvan présentés comme des dépenses ménagères. La déclaration de Natalia décrivant la conversation où Daniela avait expliqué le plan. Les messages directs de Daniela sur mon téléphone essayant de négocier en dehors de la procédure légale. Et la demande formelle de l'enregistrement qu'ils avaient prévu d'utiliser comme carte de secours, et qui était maintenant entre les mains de la procédure comme preuve de préméditation. Andrea a parlé pendant 22 minutes. Quand elle a fini, la pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. J'ai regardé Daniela pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette pièce. Sa posture avait changé. Pas de manière spectaculaire. Elle ne s'est pas effondrée. Elle n'a pas pleuré.
Elle n'a pas perdu son sang-froid visible. Mais il y avait quelque chose dans ses épaules, dans la façon dont ses mains reposaient maintenant sur la table, dans la petite tension autour de ses yeux, qui disait ce qu'aucun mot n'allait dire à voix haute. Elle savait qu'elle avait perdu. Pas toute la procédure, cela allait encore prendre du temps, mais elle avait perdu la seule chose dont elle avait besoin pour gagner, l'avantage que j'ignore ce qu'elle savait. Elle avait tout construit sur cette base, sur l'image d'un homme qui arriverait dans cette procédure détruit, sans comprendre ce qu'il signait. Et cette base n'existait pas. Son avocat a demandé une suspension de 15 minutes. José a hoché la tête. Nous sommes sortis dans un couloir différent, Andrea et moi. Elle n'a rien dit pendant un moment, elle regardait juste par la fenêtre du couloir avec une expression concentrée. Puis elle m'a regardé. Ils sont en train d'évaluer ce qui est le mieux pour eux, continuer et risquer que le schéma de comportement soit pleinement exposé dans la procédure officielle, ou proposer un accord. Maintenant, s'ils proposent un accord, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais s'ils le font, cela signifie qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont aucun argument sur lequel s'appuyer. Je lui ai dit que je comprenais. Que voulez-vous, Esteban? Pas légalement, vous en tant que personne. La question m'a pris par surprise. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Je veux que ce soit terminé. Pas n'importe comment. Pas en renonçant à quelque chose qu'il n'est pas juste de céder. Mais je veux fermer cette porte et ne plus avoir à vivre avec. Entrouverte. Je veux pouvoir commencer à construire ce qui vient ensuite sans que ce qui reste derrière occupe encore toute la place. J'ai dit cela à Andrea avec ces mots-là, et elle a hoché la tête. Alors, s'il propose quelque chose de raisonnable, nous l'évaluerons. Sinon, nous continuerons. Nous sommes retournés dans la pièce. L'avocat de Daniela a proposé un accord. Une somme forfaitaire, payée en une seule fois, en échange de la clôture complète de la procédure, sans autres arguments ni réclamations sur le patrimoine hérité. La somme qu'il proposait était importante en termes ordinaires. Mais dans le contexte de 83 millions de dollars, cela représentait moins de 1% du total. Andrea m'a regardé. Je l'ai regardé. J'ai demandé à José de nous accorder 10 minutes. Dans le couloir, Andrea a été directe. Elle m'a dit que, d'un point de vue juridique, je pouvais refuser et continuer avec les preuves que nous avions. Les chances étaient clairement en ma faveur. Mais elle m'a aussi dit que les procédures judiciaires ont des coûts qui vont au-delà de l'économique, le temps, l'énergie, l'exposition, la possibilité que le processus s'étende sur des mois supplémentaires, avec des audiences, des dépositions. Des jours où je devrais continuer à vivre avec ça comme centre de tout. La décision est la vôtre, a-t-elle dit. Il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai pensé à mon grand-père. J'ai pensé au dimanche chez lui. Au café insipide, à la vieille télé. À un homme qui avait construit 83 millions de dollars sans faire de bruit, sans dispute, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et qui, à la fin, avait protégé son petit-fils avant même de mourir, avec une précision silencieuse qu'aucun ennemi n'avait pu anticiper. Il n'en aurait pas demandé plus. Je suis rentré dans la pièce et j'ai accepté l'accord. Non pas parce que j'avais peur de continuer, mais parce que j'avais compris quelque chose que mon grand-père savait depuis toujours, que gagner ne signifie pas toujours détruire l'autre. Parfois, gagner signifie simplement ne pas perdre ce qui vous appartient. Et ce qui m'appartenait était intact. Tout le reste n'était que du bruit. Les avocats ont documenté l'accord sur place. Daniela a signé sans me regarder. J'ai signé en regardant la fenêtre. José a certifié le tout avec le sérieux de quelqu'un qui a vu trop de versions de la même histoire, et qui sait qu'aucun papier ne résout complètement l'élément humain sous-jacent. Quand nous sommes sortis dans la rue, Andrea m'a serré fermement la main et m'a dit qu'elle m'appellerait avec les derniers détails la semaine suivante. Puis elle est partie. Je suis resté seul sur le trottoir pendant un moment. Le soleil était à un angle étrange, de ceux qui rendent tout plus net que la normale. La rue avait son propre bruit, des voitures, des gens, quelqu'un qui vendait quelque chose au coin de la rue. La vie ordinaire d'un mardi matin, qui ignorait et se moquait éperdument de ce qui venait de se passer dans ce bâtiment. J'ai pensé à appeler Teresa. Puis j'ai décidé que ça pouvait attendre une heure. J'ai marché jusqu'à un petit café à un demi-pâté de maison de là. Je me suis assis à une table près de la fenêtre et j'ai commandé un café. Pas de machine. Un vrai café. En l'attendant,
j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier que j'avais constitué pendant des semaines. Je l'ai regardé du début à la fin, une dernière fois. Tous les documents, toutes les dates, tous les noms, toute l'architecture de ce que quelqu'un avait conçu pour me prendre ce qui était à moi. Puis je l'ai fermé. Je ne l'ai pas supprimé, mais je l'ai fermé. Le café est arrivé. Je l'ai bu lentement, en regardant la rue par la fenêtre, sans penser à rien de précis pour la première fois depuis des semaines. Juste le bruit dehors, la chaleur de la tasse, la lumière du mardi. À un moment donné, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire avec 83 millions de dollars. Aux propriétés, aux entreprises, aux décisions à venir. C'est une responsabilité que je n'arrive toujours pas à saisir complètement. Mais ça viendra plus tard. C'est un autre chapitre. Ce chapitre-ci s'est terminé dans cette pièce, par une signature. Et il s'est terminé non pas parce que j'étais plus intelligent que quiconque, ou parce que j'ai eu de la chance, ou parce que l'univers a décidé d'être juste envers moi cette semaine-là. Il s'est terminé parce qu'un vieil homme avec une veste marron et du café insipide avait construit quelque chose en silence pendant des décennies. Et qu'à la fin, il l'a protégé de la seule façon dont il savait protéger les choses, avec du temps, avec de l'ordre, avec des documents signés, et avec la certitude que son petit-fils comprendrait le message quand il en aurait besoin. J'ai compris grand-père tard, mais j'ai compris. Parfois, je pense à Daniela. Pas avec colère. C'est parti plus vite que je ne l'aurais cru. Je pense aux 19 années réelles que nous avons eues avant que tout ne se transforme en autre chose. Aux biscuits qu'elle aimait. À la façon dont elle riait quand quelque chose la surprenait. Aux années difficiles que nous avons passées ensemble à essayer d'avoir des enfants, et à la douleur partagée que cela a laissé derrière. Tout n'était pas un mensonge. Je ne peux pas croire ça, car si je le crois, alors je dois effacer 20 ans de ma propre histoire, et je ne suis pas prêt à faire cela. Mais ce n'était pas non plus suffisant pour nous maintenir ensemble. Et à la fin, chacun a choisi ce qu'il a choisi. Elle a choisi le plan. Moi, j'ai choisi la vérité. Et la vérité, bien documentée, bien organisée, présentée calmement et sans crier, a gagné. Pas de manière dramatique, pas avec des applaudissements ou un discours final. Elle a gagné de la seule façon dont les choses importantes gagnent, en silence, dans une pièce discrète, avec des papiers signés, et une tasse de café après coup. C'est ainsi que s'est terminée cette histoire, et que la suivante a commencé. Il y a une chose que je me demande encore, et que vous vous demandez peut-être aussi en ce moment, si vous aviez été à ma place cette nuit-là, assis sur la marche avec les valises dehors et la porte fermée, qu'auriez-vous fait ?